Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Nastasia. Et aujourd'hui, du coup, je suis assez contente d'être parmi vous à la Blend. Ça fait un petit moment que j'essaye de venir parler à la Blend et ça y est, j'y suis enfin, pour parler un petit peu de machine learning. Je vais commencer par me présenter assez rapidement. J'ai réuni ici quelques hashtags qui me représentent professionnellement du moins. Je viens du monde PHP. Finalement, j'en fais plus, mais j'en parle souvent, déjà pour défendre ce langage que tout le monde aime bien critiquer. Voilà, ça me donne toujours cette occasion-là. Sinon, aujourd'hui, quotidiennement, je fais du Scala. Voilà, donc c'est vraiment le langage que j'utilise au quotidien. Je suis en fait développeur, donc je développe tous les jours. Et je suis sur les frameworks Spark, donc je suis sur le framework Spark principalement, qui permet de traiter de la grosse donnée, qu'on appelle aussi Big Data, et qui a une librairie qui permet de faire du machine learning, enfin un sous-module qui permet de faire du machine learning. Je donne aussi des formations sur Kafka, donc c'est une autre technologie qui me plaît pas mal. Et du coup, naturellement, je m'intéresse à tout ce qui est machine learning, data, etc. J'ai aussi un autre pan d'intérêt, c'est tout ce qui est craft, TDD, ce genre de choses. Je suis membre organisateur des Software Crafters de Lyon, où on se réunit chaque mois pour s'interroger sur toutes ces pratiques-là. Je suis data ingénieur, en fait, chez Zenica. Donc Zenica, c'est mon entreprise. Voilà, c'est une SS2I qui a une agence à Lyon et plusieurs agences en France, une à Montréal, une à Singapour. Et au sein de cette entreprise, donc, je vous disais, je suis data ingénieur. Donc je vais commencer tout de suite par des disclaimers en vous disant que je suis data ingénieur et donc pas data scientist. Donc peut-être que tout le monde ne fait pas la différence et parfois en fonction des projets, elle est plus ou moins grande en réalité. Moi, ce que j'entends par là, c'est que je ne m'applique pas quotidiennement à réaliser des modèles mathématiques, à me demander ce que la data veut bien me raconter. Je fais de la data analyse, mais ce n'est pas le cœur de mon métier. Le cœur de mon métier, c'est vraiment de prendre le résultat de cette analyse de data pour l'emmener en production, qu'elle puisse marcher sur beaucoup de données, qu'elle puisse être industrialisée. Voilà, donc je ne pourrais peut-être pas répondre à toutes les questions que vous auriez dans le détail de maths ou ce genre de choses. Donc je ne dirais pas forcément non plus que je suis experte en machine learning, je dirais que je suis développeur, un développeur qui a eu l'occasion d'en faire et qui avait vraiment envie de partager ça avec vous. Autre chose, dans le machine learning, on parle beaucoup de deep learning, je pense que vous en avez tous entendu parler. Moi, je ne vais quasiment pas vous en parler aujourd'hui parce que c'est tout simplement pas ce que j'ai fait professionnellement. Ce que j'ai fait, c'est principalement du shallow learning. Ce qu'on appelle le shallow learning, c'est l'autre pan du machine learning. C'est l'apprentissage plutôt superficiel, mais on va le voir qui permet quand même de faire des petites choses sympathiques. Et puis pour finir, du coup, ce talk sera quand même une présentation assez débutante parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, même si après vous pourrez me poser des questions. Alors je voulais vraiment faire ce talk et pourquoi est-ce que ça me tenait vraiment à cœur ? Ça me tenait à cœur parce que je vois majoritairement deux manières de présenter le machine learning. Bon, pas toujours, mais principalement je vois deux manières de le faire. La première, c'est celle de la magie, en fait. C'est de présenter le machine learning comme de la magie. Alors des fois, c'est de la magie blanche, des fois, c'est de la magie noire. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de fantasmes autour de ça, comme par exemple le fait que le machine learning va remplacer les développeurs. Et moi, ce que je me dis toujours quand j'entends ça, en fait, c'est pourquoi pas ? Je veux bien entendre que l'automatisation, d'une manière générale, remplace des métiers. Mais si le machine learning remplace les développeurs, qui va remplacer les développeurs qui développent le machine learning ? Enfin, ça me paraît un peu bizarre des fois. Et puis j'ai eu l'occasion de voir plusieurs présentations qui apportaient des choses sur les applications qu'elles étaient capables de mettre en œuvre, mais qui n'expliquaient pas concrètement ce qui se passait derrière.
J'en ai été la première victime et j'ai été la première participante à ce système, je dirais. Par exemple, je me rappelle d'une fois où on m'a présenté une application qui était capable de reconnaître les sentiments sur une vidéo. Et en fait, ce jour-là, je me rappelle que j'étais au spectacle. J'avais complètement cessé d'être développeur, j'étais juste fascinée. Et je ne me suis pas posé une seule seconde la question de « mais enfin, comment ça marche? Comment c'est développé derrière? Quel algo met ça en place ?» Et il y a beaucoup tout ça en fait qu'on retrouve dans cette présentation du machine learning et je trouve ça dommage et je me dis qu'on peut essayer d'aller un petit peu plus loin et de dédramatiser, démocratiser en fait cet outil. Alors il y a une autre approche en réalité qu'on croise aussi du machine learning, c'est celle-ci. C'est l'approche par les maths, par beaucoup de maths. Des fois vous avez même des articles où au bout de la 3e ligne vous avez une énorme formule de maths. Et alors, je la critiquerais, mais moins, en fait, je dirais, parce que finalement, c'est beaucoup plus réaliste. C'est une approche beaucoup plus concrète de ce qu'est le machine learning. Le problème, c'est que c'est peut-être un peu ardu pour commencer. Et du coup, je me suis dit, au milieu de tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un intermédiaire pour essayer d'expliquer le machine learning sans magie et sans s'arracher les cheveux avec des formules mathématiques qui vont nous assommer la tête et qui ne sont peut-être pas la meilleure manière de rentrer dans le sujet. Donc, c'est mon idée, c'est d'essayer d'intuitionner un petit peu tout ça pour voir comment est-ce qu'on peut comprendre le machine learning hors dehors de tout ça. Et je me suis dit que j'allais faire ça en prenant comme fil conducteur un barbecue. Alors, pourquoi le barbecue? En réalité, cette idée ne vient pas de moi. Et d'ailleurs, si quelqu'un est capable de retrouver la source, je suis preneuse parce que je ne la retrouve plus. En fait, j'avais lu un article qui présentait le machine learning, donc comme quoi il y a des manières très bien de présenter le machine learning aussi, en disant que finalement, quand on se demande le nombre de saucisses qu'on va poser à son prochain barbecue par rapport à tous les autres barbecues qu'on a vécu, c'est finalement un raisonnement qui ressemble à du machine learning. Et j'ai trouvé ça pas mal, finalement, comme comparaison. Et je me suis dit, allez, allons jusqu'au bout, voyons jusqu'où on peut tirer cette histoire de barbecue. Donc c'est l'idée que je vous propose pour comprendre tout ça. On va commencer un petit peu par faire un petit tour d'horizon du machine learning, historiquement, etc., pour savoir où on va mettre les pieds. Donc voilà, donc avant d'entrer plus avant, on va juste faire un petit tour de la question et ça nous aidera pour rentrer un petit peu plus dans les exemples de notre barbecue. Pour rentrer là-dedans, ce que je vous propose, c'est une définition générale de ce qu'est le machine learning. Alors, en réalité, il y en a plusieurs. Et en réalité, le machine learning, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. En tout cas, comme idée, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Et j'ai même envie de dire, un petit peu par provocation, que le machine learning, c'est has-been. C'est déjà dépassé. On a toujours voulu avoir des machines qui nous ressemblent, qui soient capables d'apprendre depuis qu'on fait des machines. Donc là, par exemple, j'ai mis un personnage antique et ce à quoi je pensais en mettant ça, c'était au robot doré d'Héphaïstos. Donc il y a depuis très longtemps l'idée de la création d'une vie qui nous ressemblerait ou d'une machine qui serait capable d'apprendre. Et d'ailleurs, je vous avoue que moi, la première fois que j'ai entendu machine learning, alors ça vous le fait peut-être, mais moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est l'animal-machine de Descartes ou l'homme-machine de Lamétrie, donc vraiment des idées plutôt vieilles en réalité. Et on a cru plusieurs fois qu'on avait finalement construit une machine ou une espèce de vie, ou qu'on en était réellement capable. Par exemple, à une époque, on se disait que c'était l'électricité qui allait réveiller les morts, ou alors qu'on allait pouvoir assembler des bouts de corps et puis créer de la vie. Puis aujourd'hui, on se dit qu'on peut peut-être faire ça avec de l'informatique. Voilà, donc finalement, l'idée est assez vieille. En réalité, quand est-ce qu'on a commencé à parler de machine learning? On a commencé d'abord à parler de learning machine avec un monsieur que je pense que vous connaissez, qui est Alan Turing, qui du coup en 1950 a écrit un article qui s'appelle Computing Machinery and Intelligence, où il parle des learning machines.
Alors comment est-ce qu'il en vient à parler de ça en fait? Au départ, c'est un article qui spécule tout simplement sur la possibilité de créer des machines dotées d'une véritable intelligence. Alors plutôt que de se battre à l'infini sur ce qu'est l'intelligence, ce qu'il propose, c'est ce qu'on appelle le test de Turing, en disant on va essayer de voir si une machine, plutôt que d'être intelligente, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est, est-ce qu'elle peut simuler cette intelligence? Et c'est-à-dire, quand une machine nous parle, est-ce qu'on peut se tromper et se dire, en fait, c'est peut-être un humain qui me parle? Voilà, donc ça, ce serait l'intelligence qu'on retrouve dans cet article. Et Turing nous dit, peut-être qu'une manière d'y arriver, ce serait avec les learning machines, qui pourraient jouer ce jeu-là. Comment est-ce qu'elles joueraient ce jeu-là? Elles auraient un état initial, elles auraient une éducation et elles recevraient une expérience. Et à partir de tout ça, elles apprendraient. Voilà, donc c'est un petit peu, j'ai envie de dire, la première fois qu'on parle de learning machine. On va parler plus tard, en 1959, de machine learning avec Arthur Samuel. Là, j'ai mis la description parce que cette définition, je pense que vous l'avez déjà vue, cette idée qu'une machine fait quelque chose sans être explicitement programmée. Voilà, on la doit à ce monsieur qui, lui, alors on parle aussi beaucoup du jeu d'échecs, du jeu de Go, etc. Lui, il a commencé par le jeu de dames. Il a appris à un jeu de dames à s'améliorer. Plus vers nous, 1997, on a une définition un petit peu plus moderne qui nous dit que finalement, le machine learning, c'est apprendre d'une expérience pour réaliser des tâches dans une certaine performance donnée. Voilà, donc je résume la définition que vous avez réellement là. Donc voilà, c'est un monsieur informaticien, voilà, qui a écrit un livre sur le machine learning dans lequel il donne cette définition. Ce que j'aime bien avec cette définition, c'est qu'elle commence à devenir un petit peu plus concrète, en tout cas de moi, ce que j'ai vu en tant que développeur de ce qu'est le machine learning. Et puis je me permets un peu de donner ma propre définition, alors beaucoup plus humble, hein, on ne la trouvera jamais sur Wikipédia ou autre, mais de ce que j'en comprends du machine learning, c'est de passer de la data dans une moulinette, donc on appellerait plus professionnellement un algorithme, et qui nous permettrait d'en acquérir de la connaissance. Cette connaissance est possiblement réutilisable sur d'autres données. Je vous expliquerai plus tard pourquoi ce possiblement réutilisable, mais en tout cas, je prends ma donnée, j'ai une moulinette et j'en sors de la connaissance. Et puis j'ai la prétention de me dire que finalement, si le machine learning essaye de reproduire notre raisonnement, c'est un raisonnement qu'on peut avoir pour préparer un barbecue. Et par exemple tout de suite, dans mon barbecue, je vais proposer de la bière. Je vais proposer plein de boissons, mais je vais proposer de la bière. Et pour proposer cette bière, je veux que ma bière elle ait du succès. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai en fait en ma possession, j'ai des données de bière et je sais si elles ont été jugées bonnes ou pas bonnes par mes convives. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que tous les samedis, je fais des barbecues et tous les samedis, ensuite, je note les données de mon barbecue. Est-ce que la bière a marché? Combien de saucisses sont parties, etc. Et là, par exemple, j'ai un extrait de données, donc c'est complètement au hasard, hein, j'ai rien contre la crique. Et je me rends compte que finalement, en voyant les caractéristiques des bières, la Kinarelle, qui est plutôt amère, est considérée comme bonne par mes convives. Alors que la crique, qui n'est pas très amère, est considérée comme pas bonne par mes convives. Voilà. Donc moi, je pourrais le faire à l'œil nu et me dire, du coup, je vais proposer des bières qui ont pas mal d'amertume. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt le faire passer dans une moulinette de machine learning. Donc je vais prendre mes données, je vais les faire passer dans un algorithme et j'aurai une fonction en sortie qui va me permettre de mapper l'amertume avec le fait que ma bière est bonne ou pas bonne. Du coup, quand j'aurai une nouvelle bière à proposer, je la passerai dans la fonction et du coup, je saurai si la bière est bonne ou pas bonne. En fait, il y a différents types de machine learning en réalité. Il y en a beaucoup, beaucoup. Moi, je vais simplement les classifier en deux, ce qu'on fait généralement. Ce qu'on a vu là, c'est un exemple d'apprentissage supervisé. L'apprentissage supervisé, c'est apprendre du passé pour
prédire le futur. Donc là, par exemple, j'ai mes données de tous mes anciens barbecues, toutes les bières, est-ce qu'elles ont été bonnes ou pas bonnes, et quand je propose une nouvelle bière dans le futur, eh ben, j'ai une estimation, j'ai une idée de si elle va être bonne ou pas bonne. Un peu plus professionnellement, par exemple, vous êtes une entreprise qui propose de la vidéo en ligne et vous avez des émissions qui marchent plus ou moins bien selon certaines caractéristiques. Quand vous avez une nouvelle émission, vous voulez savoir si elle va marcher ou pas marcher et dans quelle mesure. Par exemple, pour savoir si vous allez pouvoir vendre la pub plus cher sur ces émissions ou si ça ne marchera pas. Et ben, vous pouvez utiliser un système de machine learning qui va apprendre sur les différentes caractéristiques, voir si l'émission est considérée comme bonne ou pas bonne. Ça, c'est de l'apprentissage supervisé. On a aussi l'apprentissage non supervisé, où là, on n'a pas de données du passé, on n'a que les données qui sont déjà là, et on va essayer d'en faire émerger des structures. Typiquement, c'est le fait de pouvoir regrouper des choses qui se ressemblent. Typiquement, par exemple, on aurait des données éparses, par exemple des utilisateurs, complètement éparses d'un service, et on voudrait pouvoir faire des regroupements en se demandant qui se ressemble, qui va ensemble. Et du coup, on passerait notre moulinette dessus, et on acquerrait la connaissance de la connaissance à partir de cette donnée, et on pourrait en faire des cercles, tout simplement, et comprendre un petit peu plus qui sont les personnes qui consomment notre service. Donc tous ces exemples-là, on va les voir dans le cadre de notre barbecue, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Donc quel est le besoin d'un barbecue finalement quand on y réfléchit bien? Alors ce qu'il faut, c'est prévoir la nourriture et les boissons. Prévoir donc le succès d'une bière, le succès d'un vin, mais aussi la qualité. Est-ce que les gens vont avoir suffisamment à manger? Et puis ce qu'on veut aussi, c'est qu'il y ait une bonne ambiance. Donc une bonne ambiance, ça peut passer par un bon DJ, ça peut passer par plein de choses, mais là on va se concentrer sur le fait d'inciter les gens à se parler, à faire en sorte qu'il y ait une interaction qui marche bien. On va commencer par la quantité, qualité de nourriture, de boissons à prévoir. Donc là, tout de suite, on voit le terme « prévoir » qui apparaît. Donc effectivement, on est dans une idée de prédiction. Donc c'est vraiment, là, on est vraiment dans de l'apprentissage supervisé, où on dit qu'on va essayer de prédire ce qui va se passer le prochain samedi. Or, certaines personnes me critiqueraient avec ce terme de prédiction. C'est plus une estimation, c'est pas forcément du passé pour le futur, mais là, dans notre cas, c'est du passé pour le futur. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on veut que notre barbecue marche. Du coup, on veut pouvoir savoir la quantité de saucisses qu'on peut poser, par exemple, à nos invités pour le prochain barbecue. Alors, ce qu'on a en notre possession, c'est le nombre de saucisses qui sont parties. Et il y a quelqu'un qui m'a montré une fois que finalement, quand on a ça, une moyenne, c'est déjà faire une prédiction. Du coup, je vous propose d'utiliser une simple moyenne pour pouvoir prédire le nombre de saucisses à venir. Donc là, j'ai par exemple 3 samedis. Alors, on imagine que j'en ai des tonnes. Je fais ça tous les samedis, même en hiver. Et du coup, je me rends compte que le samedi 1, il y a 25 saucisses qui sont parties. Le samedi 2, 35. Le samedi 3, 27. Et du coup, quand je réalise ma moyenne, je me dis que samedi 4, je vais poser 29 saucisses. Vu que je n'ai que ça comme donnée en ma possession, c'est encore la meilleure estimation que je peux faire. Donc, waouh, on a déjà fait une prédiction. Mais bon, c'est pas très stable, c'est pas très intéressant. Et puis le nombre de saucisses, il apparaît un peu tout seul. Et peut-être que finalement, il y a des variables, des choses qui expliquent ce nombre de saucisses. Tout de suite, on pense au nombre de personnes. Peut-être que le samedi 2, il y avait plus de personnes et c'est pour ça qu'on a consommé plus de saucisses. Donc du coup, ce nombre de personnes, c'est en réalité ce qu'on appelle des variables explicatives parce qu'elles vont pouvoir nous permettre d'expliquer le nombre de saucisses qui constituent les variables expliquées. Donc on va les mettre sur 2 axes. Ça donne ça. Donc on a d'un côté le nombre de personnes, donc qui est notre variable explicative, et le nombre de saucisses consommées, les variables expliquées. Chaque point représente un samedi. Donc on voit que plus il y a de personnes,
plus naturellement, a priori, il y a de saucisses qui sont consommées. Donc quand on voit un schéma comme celui-là, assez classiquement, ce qu'on a envie de faire pour résumer la donnée, c'est de tracer une droite au milieu. Et ce sera la meilleure manière qu'on ait de résumer la donnée. Donc là, on va la résumer avec notre droite rouge. Et ce qu'il y a de génial avec ça, c'est qu'une fois qu'on aura le samedi suivant un certain nombre de personnes, on va pouvoir le placer sur l'axe du nombre de personnes, on va pouvoir remonter et aller voir le nombre de saucisses dont on a besoin. Alors je pense que là, certaines personnes connaissent ce que je suis en train de montrer, peut-être pas. C'est ce qu'on appelle une régression linéaire. La régression linéaire, c'est un peu le tuto du machine learning. C'est souvent l'algorithme qu'on voit le plus présenté, le fait d'avoir un nombre qui croît et du coup un nombre de saucisses qui croît, on trace une droite, etc. Et du coup, on peut savoir le nombre de saucisses par rapport au nombre de personnes. Donc là, c'est ce qu'on appelle une régression linéaire. Ici, on a fait une régression linéaire avec une seule variable explicative qui est le nombre de personnes. Là, c'est pareil, on peut quand même peut-être imaginer qu'il y a d'autres choses qui expliquent la consommation du nombre de saucisses. Sinon, ce serait un peu trop simple. Par exemple, si ça se trouve, le nombre de pommes de terre qu'on a à notre disposition influence aussi le nombre de saucisses. Plus il y a de pommes de terre, peut-être qu'on va moins manger de saucisses. Et puis, la météo. S'il fait moche, on a peut-être plus envie de manger. Ce genre de choses. Donc en fait, on aurait potentiellement plusieurs variables explicatives. Donc, en réalité, ça, c'est tout un travail de se rendre compte de quelles sont nos variables explicatives par rapport aux variables expliquées. Je ne rentre pas dans le détail, on imagine qu'on a découvert que c'était ces variables explicatives qui expliquaient le nombre de saucisses consommées. Donc en fait, là, je ne présente pas les points, parce que vous en doutez, mais c'est plus en 2D. Donc c'est plus possible de vraiment présenter comme ça de manière assez simple. Du coup, j'ai juste mis les deux axes. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle une régression linéaire multivariée avec plusieurs variables. Et nous, ce qu'on a vu au début, c'était la régression linéaire univariée quand on avait uniquement le nombre de personnes. Avec plusieurs variables explicatives, on a une régression linéaire multivariée. Du coup, au final, dans notre histoire de prédire un petit peu la qualité et la quantité de boissons, de nourriture, est-ce qu'on a pu aller plus loin avec du machine learning? Si on résume un peu, on a vu qu'on pouvait classer nos bières, mais on aurait pu classer notre vin pareil, classer le pain, etc. Donc on avait nos bières qu'on a fait passer dans une moulinette qui nous a sorti une fonction, et cette fonction nous permettant de mapper toute nouvelle bière avec le fait qu'elle est bonne ou pas bonne. Donc le fait qu'elle est bonne ou pas bonne, en fait, on appelle ça une classe. Et du coup, on parle de classification dans ce cas-là. La classification, c'est vraiment le fait de pouvoir prédire une classe, donc bonne ou pas bonne, à un élément. Il y a plusieurs manières d'y parvenir. En fait, la classification, ce serait comme si c'était un ensemble d'algos. Et la manière la plus simple, ou en tout cas souvent la plus utilisée, la plus visuelle, c'est l'arbre de décision. Un arbre de décision, ça ressemblerait à ça. Donc on a remarqué que plus on avait d'amertume, nous on le voit à l'œil en fait, plus on a d'amertume, et en tout cas quand on dépasse 20%, et notre bière est considérée comme bonne. Si on a moins de 20%, notre bière est considérée comme mauvaise. Donc ça, c'est un arbre de décision, qu'on appelle aussi decision tree, et nous en fait, on le fait visuellement avec nos données. L'idée, c'est qu'on ait une moulinette qui va réellement créer ça, qui va créer pour nous et qui va analyser les caractéristiques en se disant, en fait, je me rends compte que je peux classer la donnée comme ça, en fonction de ce que tu me donnes, et créer lui-même l'arbre de décision. Donc l'arbre de décision, c'est un sous-algo de la classe d'algorithmes de classification. On a vu qu'on avait aussi la régression. Donc la régression, pour le coup, c'est plutôt, on va prédire une quantité, on n'essaye pas de prédire une qualité, on est plutôt dans la variable numérique, quel est le nombre de saucisses qu'on va pouvoir espérer consommer. C'est ce qu'on appelle une régression. Et nous, on a vu le cas de la régression linéaire. Parce qu'en réalité, là, notre donnée, elle est linéaire dans le sens où elle va d'un point A à un point B
de manière très classique, mais elle pourrait faire des bonds, elle pourrait être différente. Et du coup, on n'utiliserait pas une régression linéaire, mais on utiliserait toujours une régression qui est vraiment la classe au-dessus. Donc, si on résume, on a vu l'apprentissage supervisé, donc là des exemples d'apprentissage supervisé, où vraiment on a des données qui nous permettent d'apprendre, et du coup, une fois qu'on a d'autres données avec une valeur manquante, finalement, on arrive à estimer la valeur manquante. Ça, c'est possible parce qu'on a un concept de variable explicatif et qu'on cherche à expliquer justement les variables expliquées. On a vu la régression linéaire et la decision tree. Alors du coup, le thème de cette année de la Blend, c'est Tech for Good. Du coup, je me suis mis un petit peu comme exercice de me demander s'il y avait des exemples utiles ou pas au bien commun de ces algos-là. Alors, je n'ai pas la prétention d'y répondre parce que je ne travaille pas pour une ONG. Hein. Je suis développeur assez classiquement dans des entreprises qui font plutôt du business. Mais je me suis quand même amusée à me poser la question parce que c'est vrai que le machine learning, on le diabolise beaucoup ou on l'évangélise beaucoup. Un exemple d'algorithme que j'aime bien, c'est Google, qui, en fait, avec le Centre pour contrôle et la prévention des maladies, a mis en place en fait un algorithme, une application pour prévenir les épidémies de grippe selon les recherches des internautes. Et en fait, l'idée, c'était de se dire « Ah là là, attention, là, il va y avoir une épidémie de grippe. Donc, s'il va y avoir une épidémie de grippe, il faut qu'on puisse sortir les moyens pour soigner toute la population. » Au-delà de l'objectif de cette application, ce que j'aime bien, c'est que derrière, c'est une régression linéaire multivariée. Parce que la régression linéaire, c'est un algorithme qui est beaucoup vu, beaucoup utilisé, beaucoup enseigné, mais aussi beaucoup critiqué. Et c'est un petit peu comme les langages qu'on critique et ceux qu'on n'utilise pas. Voilà. Je résume un peu. Mais grosso modo, ça peut permettre de faire des choses qui sont quand même sympas et qui répondent à notre besoin. On n'est pas obligé de taper dans un algo de machine learning de fou et de faire un papier dessus si ce n'est pas celui qui correspond à notre besoin. Ça, on pourrait peut-être se dire que ça peut faire des choses plutôt sympas. Dans les choses un peu moins sympas qu'on présente souvent, c'est que la decision tree, l'arbre de décision, elle est souvent montrée comme exemple pour décider si on va vous accorder un prêt à la banque ou pas. Et a priori, on peut se dire, si la donnée a décidé que je n'avais pas droit à mon prêt à la banque, c'est qu'il y a peut-être une bonne raison. Peut-être. Ou peut-être qu'on a juste envie de dire mais non, on ne peut pas discuter avec un humain et se demander si quand même j'ai pas le droit, je vais argumenter, moi je ne suis pas tout à fait comme les autres, je suis le cas qui ne ressemble pas aux autres, etc. Donc on peut avoir des exemples d'applications qui sont peut-être moins intéressantes ou qui en tout cas, à titre personnel, me feraient davantage peur. Mais finalement, toutes ces applications, tous ces algorithmes, à la base, ça n'est qu'un outil. Et à la question « à quoi rêvent les algorithmes ?», à rien d'autre que ce que les data et les développeurs rêvent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de magie dans tout ça. Une application de machine learning n'est jamais raciste en soi. Si elle l'est, c'est parce que soit la donnée l'était, soit il y a eu une influence d'un développeur. Je ne dis pas que c'est forcément fait exprès, hein. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose et ce n'est pas quelque chose qui vit de soi-même de manière complètement magique. Souvent, on dit que les applications de machine learning, c'est des boîtes noires. Et c'est vrai que ça peut être super ardu de comprendre finalement ce qui a vraiment voulu faire l'application de machine learning. Mais c'est quand même pas mal une question qui est posée dans le domaine de la recherche, de se demander pourquoi l'appli en vient là. Et parce qu'elle en vient là, alors je peux lui faire confiance ou pas. Il y a par exemple un papier super intéressant qui s'est vraiment posé la question et qui a montré comment finalement on pouvait juste biaiser les données. Par exemple, donc, le papier en question, c'est « Why should I trust you explaining the prediction of any classifier ?» Et c'est des personnes en fait qui ont mis au point des algorithmes pour expliquer les algos de machine learning. Parce que ce qu'elles disent à juste titre, c'est que c'est pas parce que le machine learning me dit blanc que je vais forcément m'engouffrer dedans. J'ai peut-être besoin d'un peu plus dans certains cas pour dire « Ok, je te fais confiance, je te mets en prod ».
Et ce à quoi elles se sont amusées, par exemple, c'est à montrer la classification entre des loups et des chiens. Donc là, pour le coup, c'était du deep learning parce qu'on apprenait vraiment sur des images. Et sur ces images-là, avec des réseaux de neurones, et sur ces images-là, en fait, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont mis sciemment les loups toujours derrière de la neige, et puis les chiens toujours dans des prés. Et du coup, ce qui se passait, en fait, c'est que ce dont elles se sont rendues compte justement avec ces algos, c'est qu'en réalité, l'algo, il apprenait pas sur l'animal, il apprenait sur le contexte de l'animal. Et du coup, il y avait un biais. Alors peut-être que ça marche très bien, peut-être que la plupart du temps, les loups sont dans la neige et ça va faire le taf de certaines applications. Mais en tout cas, ce qu'elles ont montré, c'est que oui, il y avait des biais dans la donnée et que oui, ça pouvait être intéressant de comprendre pourquoi il y a un biais et qu'est-ce qu'on en fait, en tout cas, ce qu'on décide d'accepter ou de ne pas accepter. Donc finalement, machine learning, comme beaucoup de choses, c'est un outil et qu'on peut biaiser ou pas, mais ce n'est pas un diablotin. Donc là, on a vu un petit peu la partie prévoir la nourriture, prévoir les boissons. On va voir un petit peu la deuxième partie qui est comment inciter les gens à se parler. Alors, comment inciter les gens à se parler? Je suis partie en fait de l'idée des plans de table. Comment est-ce qu'on peut faire un plan de table avec un petit nombre de personnes? Généralement, ça va, on connaît ses convives et on va essayer de faire ça. Alors, je me suis jamais mariée, mais j'ai l'impression que ça peut être quand même vachement compliqué de faire des plans de table d'une manière générale. J'utilise l'exemple du mariage parce que très récemment, j'ai vu des personnes avoir vraiment des difficultés par rapport à ça. Pourquoi, en fait? Parce qu'au départ, elles se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la table des enfants. Là, généralement, ça va. Un enfant, c'est un enfant. La table des amis de la fac. Pareil, qui était à la fac avec moi, ça va. Et puis là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est sur cette table-là. La table des mariés et des très proches. C'est qui les très proches, en fait? A priori, si on invite des gens à son mariage, c'est qu'on est proche de tout le monde. Donc là, ça a été un petit peu l'objet de la bagarre, en fait, en question. Et du coup, ça m'a fait un petit peu réfléchir. Et je me suis dit, moi, dans mon barbecue, je ne ferai pas comme ça. Je vais classer les gens selon leur degré d'affinité. Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être les centres d'intérêt, le style de vie. Ce qu'on va faire, en fait, c'est essayer de classer les gens en fonction de comment ils se ressemblent. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les classer sur un seul degré, sur un seul critère, mais on peut le faire sur plusieurs, qui est celui de la gourmandise. A priori, je me dis que les tables les plus gourmandes vont pouvoir s'éclater à manger et à parler de bouffe, et puis ceux que ça n'intéresse pas, ils parleront de politique, par exemple. Donc je vais classer. Donc j'imagine qu'avec mon algo, je vais finalement avoir, par exemple, un groupe de personnes gourmandes, un groupe de personnes non gourmandes, et puis un groupe de personnes qui seraient moyennement gourmandes. Et ça, je vais le faire émerger de mes données. Alors en réalité, là, je fais 3 cercles, mais dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que c'est les données qui nous drivent, même si on ne se laisse pas complètement aveugler, mais c'est les données qui nous drivent dans le sens où vraiment, potentiellement, c'est 2 groupes qui sont pertinents. Peut-être qu'il n'y a pas de moyen gourmand. Et peut-être qu'en fait, c'est 5 groupes, parce qu'il y a des degrés plus intermédiaires. Donc ça, finalement, ça s'apprend des données où on va faire passer plusieurs fois notre moulinette sur les données, et puis on va se rendre compte de ce qui est le plus pertinent. Donc comment est-ce qu'on fait pour comparer les gens entre eux? On pourrait faire simplement une soustraction entre ce que je nomme leur score de gourmandise. Voilà. Ils répondent à un questionnaire, parce que je suis une grosse fan de data, donc je note absolument tout. Et du coup, j'évalue qu'il y a des personnes plus ou moins gourmandes. Par exemple, Mégane n'est pas très gourmande, elle a un degré de 2 sur 10 en gourmandise, alors que Fatia l'est beaucoup plus, et que du coup, elle serait plus proche d'Amar qui a 7 sur 10. Mais ça, on va imaginer que j'ai beaucoup de données. Donc là, c'est facile, je fais mon regroupement à la main, mais dans la vraie vie, il serait plus intéressant que je le fasse faire par un algo. Donc là, j'aurai mes données. Et du coup, je vais regrouper mes personnes automatiquement. Donc ça va me faire peut-être un groupe de personnes très gourmandes. A priori, beaucoup de gens sont gourmands, donc c'est peut-être normal que j'ai un gros cercle. Des personnes qui seraient moyennement gourmandes, et puis des personnes qui seraient peu gourmandes.
Voilà, donc chaque point représente une personne et ce que j'essaye de faire, c'est vraiment des soustractions et de me rendre compte de qui est le plus proche les uns avec les autres. Donc là, on a vu un petit peu avec le degré de gourmandise, mais en réalité, ce serait beaucoup plus intéressant de faire ça avec plusieurs éléments, comme par exemple voilà, la politique. Et du coup, on pourrait classer les gens en fonction de leur score d'intérêt à la politique et leur score d'intérêt à la gourmandise. Et potentiellement, on aurait des groupes qui se dessineraient comme gourmand et pas intéressé par la politique, non gourmand et intéressé par la politique, moyen gourmand et intéressé par la politique. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle le clustering. Clustering, c'est le fait de pouvoir regrouper des gens ensemble qui se ressemblent. Et les cercles qu'on a tracés, ce sont en fait des clusters. Je mets la petite terminologie. Donc on a du clustering qui nous permet d'avoir des clusters dans un apprentissage non supervisé, dans le sens où vraiment on a fait émerger des structures de notre donnée. Donc là, on a fait un petit peu manuellement en traçant nos cercles, en classant les gens qui se ressemblent. L'idée, c'est d'automatiser cela justement avec un algo de machine learning. Ce que je vous propose, c'est de dérouler ce qu'il y a derrière un algo de machine learning, derrière le clustering. Nous aurions 9 personnes. Voilà. Donc la vraie vie, c'est pareil, on en a beaucoup plus. Mais là, on a 9 personnes qui ont chacun un degré de gourmandise. Donc toujours pareil, hein. Fatia est très gourmande, elle avait 8 sur 10, Megan peu gourmande, elle a 2 sur 10, etc. Et on a défini qu'il nous fallait 3 clusters, donc 3 cercles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir aléatoirement 3 personnes, et ces personnes vont devenir le centre de nos clusters. Donc là, j'identifie 3 personnes, complètement au hasard. Et ce que je vais faire, c'est qu'ensuite, je vais prendre chaque personne et regarder d'où elle est la plus proche. Donc, par exemple, si la 3e personne, c'est Fatia qui est très gourmande, et que la première, c'est Amar qui est aussi gourmand, a priori, ils vont être ensemble. Donc, j'affecte chaque personne au groupe dont il est le plus proche en son centre. Ce qui me donne à peu près ça. Donc, je classe chaque personne par rapport à la personne que j'ai tirée au hasard. Mais justement, je l'ai tirée complètement au hasard. Donc, si ça se trouve, elle ne représente plus du tout le centre de mon cluster. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est que je recalcule le centre de chaque cluster. Et ensuite, je vais réaffecter de nouveau chaque personne par rapport au nouveau centre que j'ai défini. Donc, on répète ça, en fait, on fait des itérations jusqu'à ce qu'on appelle la convergence. La convergence, c'est quand nos clusters, d'une itération à une autre, ne bougent plus. Ça, c'est le monde idéal. Parfois, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et du coup, ce qu'on définit aussi, c'est au bout d'un certain nombre de fois, on décide qu'on arrête, qu'on ne pourra pas aller plus loin. Donc ça, c'est du clustering qui nous permet de faire du cluster. Et c'est en fait une grande famille d'algos, pareil, dans laquelle le plus connu est K-means. Donc il en existe d'autres. K-means, c'est souvent celui qu'on cite, mais il existe K-medoids, par exemple. Il en existe un qui travaille sur les médianes, parce qu'en fait, K-means, comme son nom l'indique, ce qu'il va faire, c'est que pour recalculer le centre de chaque cluster, il va faire une moyenne. Mais ça peut être remis en question, et c'est peut-être pas ce qui correspond le plus à votre donnée. Donc finalement, dans le machine learning, il y a toujours ça. Il y a toute une panoplie d'algos, des données, et on essaye de faire matcher l'algo qui correspond le mieux à la donnée qu'on a en face pour en tirer un résultat. Là, faire des plans de table qui correspondent à des gens qui vraiment vont se parler. Donc pareil, est-ce qu'on a des exemples utiles ou pas au bien commun de tout ça? À quoi ça sert finalement le clustering? Ça peut être super utile en termes de découvrabilité, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours un algo de machine learning en soi. Ça peut être une étape dans vraiment qu'est-ce que ma donnée. Donc ça peut être juste regrouper les éléments pour comprendre sa donnée. Ce qu'on fait, c'est qu'on le fait pour voir qui se ressemble. Donc on est vraiment dans un calcul de ressemblance. Et du coup, par exemple, on peut imaginer qu'on pourrait segmenter nos utilisateurs comme ça. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire si vous tombez dans un cluster avec d'autres personnes comme vous? Potentiellement, on peut vous recommander les mêmes choses que les personnes dans le cercle que vous êtes. Alors la recommandation, c'est bien, c'est pas bien? Grande question. Ça peut être parfois assez
ennuyeux d'être constamment profilé, qu'on nous fasse toujours de la recommandation. Et en même temps, quand on a fini d'écouter une chanson, on est parfois bien content que la chanson d'après soit celle qui nous corresponde à peu près. Et puis peut-être que si ça nous importune aussi, question, enfin, moi en tout cas je me dis ça, des fois j'ai des choses qui me sont recommandées et j'ai pas du tout envie que ça remonte. Et si j'ai pas du tout envie que ça remonte, c'est parce que j'assume pas du tout. J'écoute des chansons des fois et j'assume pas. Je veux que ça reste dans le fond et pas qu'on me recommande quelque chose à côté. Donc agréable ou pas, pertinent ou pas, ça dépend. Comme je vous disais, le clustering finalement peut être une étape dans un algo de machine learning et par exemple, ça peut servir à faire de la détection d'anomalies. À reconnaître par exemple le pion noir au milieu des blancs. Par exemple, si vous avez plein de données, vous allez essayer de mettre ensemble celles qui se ressemblent. Donc on va faire pareil, des clusters. Puis finalement, vous voyez que vous avez des points rouges en fait. Les points rouges, ce seraient des données qui, malgré le fait qu'elles soient dans des clusters, n'arrivent pas à participer à l'homogénéité du cluster. C'est-à-dire qu'elles restent un peu différentes des autres. Et à chaque fois qu'on fait les clusters, on se rend compte qu'on a toujours des données un peu différentes, qu'on classe quand même dans des clusters, mais qui sont un peu à part. Et peut-être que ces données, finalement, ce sont peut-être des anomalies. Voilà. Ça peut être un exemple. Et généralement, la détection d'anomalies, c'est rarement quelque chose de négatif. Enfin, ça dépend ce qu'on définit comme une anomalie, après tout. Mais bon. Donc, si on fait un retour à la vie des développeurs, pourquoi le machine learning marche ou ne marche pas dans notre cas et dans quel cas marche-t-il? On a vu plusieurs types de machine learning. Donc, je vous ai parlé du shallow learning. Donc, le shallow learning, c'est vraiment plus l'apprentissage peu profond. C'est un petit peu tout ce qu'on a vu. Donc, à part le coup des chiens et des loups, on a fait que du shallow learning. Donc, on voit que finalement, ça peut déjà nous permettre d'avoir des choses sympas. Et puis, il y a le deep learning dont on parle beaucoup, qui est l'apprentissage profond avec des couches de neurones, etc. On a vu l'apprentissage supervisé, où on apprend du passé pour prédire le futur. L'apprentissage non supervisé, où on fait émerger les structures de la donnée. On a vu que dans l'apprentissage supervisé, on avait des variables explicatives qui permettent du coup d'expliquer les variables expliquées. Voilà, c'est logique. On a vu plusieurs familles d'algorithmes comme la régression, la classification, le clustering. Et à l'intérieur de toutes ces familles, on a plein d'algos différents. Donc dans la régression, on a la régression linéaire. Dans la classification, on a l'arbre de décision. Dans la clustering, on a K-means, etc. Et du coup, encore une fois, on ne pose pas un algorithme sur nos données, c'est nos données qui, en faisant mouliner plusieurs algorithmes, nous permettent de dire c'est lui qui est le plus pertinent. Donc, quand on va vraiment passer de la donnée à la fonction, l'algorithme qu'on met au milieu, finalement, c'est aussi quelque chose qui s'apprend à partir de ce qu'on a déjà. Avec tout ça, on rentre pas mal dans une forme de data-driven dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Et effectivement, le machine learning, c'est une forme de data-driven. Mais comme je vous disais, ça ne veut pas dire qu'il faut être aveuglé. L'idée, c'est d'être éclairé au contraire. Donc il y a des choses pour se rendre compte que dans la boîte noire, par exemple, il se passe des choses. Et puis que les pièges viennent ou de la donnée ou d'une influence de l'algorithme qu'on a mis en place. Mais qu'il n'y a rien de magique. Puis finalement, où est le big data dans tout ça? Le big data, finalement, c'est le matériel du machine learning et c'est sans doute l'une des choses qui a permis l'émergence, la démocratisation du machine learning ces dernières années. Je vous avoue, dans le cas de mon barbecue avec mes 35 saucisses, on ne va peut-être pas aller très loin. Mais je ne sais pas si vous connaissez Gatsby le Magnifique. Moi, j'avais dans l'idée que j'étais Gatsby le Magnifique et que je faisais des barbecues de ouf avec des tonnes de personnes qui viennent, des tonnes de saucisses à faire manger, etc. Et du coup, là, ça devient peut-être plus pertinent d'utiliser tous les algorithmes de machine learning. Sinon, effectivement, on va faire ça à la main, a priori. Et pour finir, est-ce qu'il y a une éthique dans le machine learning? Finalement, on se rend compte que c'est un outil
Et comme tout outil, par exemple, je ne sais plus qui c'est qui utilisait l'idée du couteau, soit ça coupe la viande, soit ça coupe des doigts. Il y a beaucoup de fantasmes autour du machine learning et de l'IA d'une manière générale, et je pense que j'en suis la première touchée. Et je me dis, c'est dommage, il faudrait qu'on arrive à les lister. En fait, il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui a proposé une psychanalyse des 4 éléments, grosso modo, donc du feu en l'occurrence, en se disant, finalement, donc Gaston Bachelard, finalement, on n'arrive pas à étudier le feu scientifiquement parce qu'on est trop accro à nos fantasmes de Prométhée, de plein de choses, et on n'arrive pas à dépasser ça pour se rendre compte de ce qu'il y a réellement dans le feu. Et je me dis, ce serait super cool si on arrivait à faire ce genre de choses avec le machine learning, avec l'IA, pour pouvoir peut-être dépasser tous nos fantasmes et se rendre compte que tout ça, c'est qu'un outil, et que comme tout outil, on en fait ce qu'on veut. C'est tout pour moi. Je vous remercie. On va passer aux questions. Donc, si vous avez une question, vous pouvez lever la main et je vous passerai le micro. Personne n'a de questions ? Une question là. Merci. Merci pour la présentation. Du coup, il y a bien une boîte noire à la fin. Quand l'algorithme il est passé, la moulinette est passée, il y a une fonction qui est créée. Cette fonction, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Il y a un côté non déterministe. C'est peut-être ça qui fait peur aussi aux gens, c'est de ne pas maîtriser cette fonction cette intelligence qui a été créée du coup. Oui, c'est vrai, mais tu as quand même des outils qui te permettent de voir, par exemple, l'art de décision qui plaît beaucoup parce qu'il a un côté très visuel. Tu peux vraiment dire c'est quoi, et à la fin, tu vois tes if, else. Alors c'est vrai qu'en fonction de ta donnée, il peut changer. Quelqu'un d'autre a une question ? Si personne n'a de questions... Je suis là demain si vous avez des questions que vous n'avez pas osé devant tout le monde.